Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons faire des rappels sur les transformations nucléaires au niveau seconde. Imaginons que l'on ait un atome qui possède 6 protons dans son noyau et qu'il possède aussi 6 neutrons. Eh bien, on peut écrire que Z est égal à 6 et N, le nombre de neutrons, est aussi égal à 6, ce qui fait un nombre de nucléons qui est égal à 6 plus 6, soit 12 nucléons, ce qui nous donne un nombre de masse A est égal à 12. Pour représenter ce noyau, on utilise XZA, donc on va pouvoir ici écrire X 6, 12, et il faut trouver à quel atome correspond X. On utilise alors le tableau périodique et l'on regarde l'élément qui est à la 6e position puisque Z est égal à 6. On trouve le carbone. On peut donc écrire comme symbole du noyau C12,6. Voyons maintenant un autre atome dont le noyau comporte 6 protons, mais cette fois-ci 8 neutrons. Cet atome existe, mais il est plutôt rare. On sait donc ici que Z est égal à 6, et le nombre de neutrons vaut 8, N est égal à 8. Il y a donc 14 nucléons, et on peut écrire que A est égal à 14. Ce noyau est aussi un noyau de carbone puisqu'il y a 6 protons, Z égale 6. Donc on notera C6, 14. On voit donc que l'on a deux noyaux différents puisqu'ils n'ont pas le même A, mais comme ils ont le même Z, ils appartiennent au même élément chimique, le carbone. On dit alors que ce sont deux isotopes de l'élément carbone. Alors il faut savoir que isotope veut dire en grec isos même, topos lieu, et que ces deux noyaux vont être placés au même endroit dans la même case sur le tableau périodique, d'où le nom de isotope. On retiendra ceci: des atomes ou des ions monoatomiques dont le noyau possède le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons, ce qui implique donc un nombre de masse différent A, sont des isotopes d'un même élément chimique. On a donc le carbone 12 et le carbone 14 qui sont deux isotopes de l'élément carbone. Il en existe d'autres comme le carbone 13 par exemple. Dans la nature, les noyaux en très grande majorité sont stables. Ils comportent pourtant des protons qui ont des charges positives qui vont se repousser, mais à l'intérieur du noyau, il existe des forces d'attraction qui vont compenser les forces de répulsion des protons, et globalement cela permettra de garder les nucléons liés entre eux. Ces noyaux stables ont une durée de vie très longue, quasiment infinie, au regard de nos connaissances. Par contre, il existe des noyaux qui soit ont trop de neutrons, soit pas assez. Les forces à l'intérieur de ces noyaux sont mal compensées et les noyaux sont instables. Pour gagner de la stabilité, un noyau instable finit par éjecter une particule. Cela s'accompagne d'une libération d'énergie sous forme de rayons gamma. Après cela, le noyau n'est plus le même qu'au départ. On a un nouvel élément chimique. Ce phénomène est une transformation nucléaire. On retiendra que lors d'une transformation nucléaire, on observe un ou plusieurs noyaux se transformant en de nouveaux noyaux, des éléments chimiques qui ne sont pas conservés, de l'énergie qui est émise sous forme de rayonnement gamma. On rappelle que dans le Soleil ou les centrales nucléaires, ces transformations nucléaires libèrent de grandes quantités d'énergie. Au cours de ces transformations nucléaires, on va rencontrer quelques particules, dont voici des exemples. La particule alpha, qui est en fait un noyau d'hélium de formule He2 4. On retrouve aussi l'électron. Donc l'électron a pour symbole petit e. Il a la même charge électrique que le proton, mais en négatif. C'est pour ça que l'on va indiquer -1. Quant à sa masse, elle n'est pas nulle, donc ici le nombre de masses serait égal à 0. On a aussi le positon, c'est l'équivalent de l'électron mais en positif. Il a aussi petit e comme symbole. Sa charge électrique est la même que celle du proton, donc ça sera +1, notez ici 1. Et sa masse étant très petite, on note aussi le nombre de masses égal à 0. Enfin, on trouve des neutrons. Un neutron a un symbole petit n. Sa charge étant nulle, on a donc 0 pour Z. Et pour le nombre de masses, il est équivalent à 1. L'écriture d'une transformation nucléaire répond à la loi de Soddy.
Donc Soddy, Frédéric de son prénom, a été prix Nobel de chimie en 1921. La loi est la suivante. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation et du nombre de masse grand A et du nombre de charges grand Z. Ainsi, dans l'exemple posé, on voit que A des réactifs est égal au A1 plus A2 des produits et le Z des réactifs est égal au Z1 plus Z2 des produits. On voit dans l'exemple que la désintégration du polonium 210 donne un noyau de plomb 206 et de l'hélium 4. On observe que 210 est bien égal à 206 plus 4. On a la conservation du nombre de masses avant et après la transformation nucléaire. De même, 84 est bien égal à 82 plus 2. Il y a conservation du nombre de charges Z avant et après la transformation nucléaire. Enfin, il faut savoir identifier la nature d'une transformation. On considère donc les réactifs comme étant les espèces chimiques avant la transformation et les produits comme étant les espèces chimiques après la transformation. Si les espèces chimiques sont identiques avant et après, exemple, de l'eau liquide qui passe sous forme d'eau glace. À ce moment-là, seul l'état de l'espèce chimique a changé. On est alors en présence d'une transformation physique. Si les espèces chimiques sont différentes, il faut regarder les éléments chimiques. Si les éléments chimiques se conservent, exemple, C plus O2 donne CO2, on a bien les éléments carbone et oxygène qui étaient avant dans C et O2 qui se retrouvent dans CO2. Donc ici, il n'y a pas de changement d'éléments chimiques. À ce moment-là, on a affaire à une transformation chimique. Enfin, si les espèces chimiques ne se conservent pas, on a vu l'exemple du polonium qui se transformait en plomb et en hélium, alors on a affaire à une transformation nucléaire. Voilà pour ce résumé de cours, et j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner de façon à être au courant des prochaines sorties. Bonne journée à vous et à bientôt.